Avec CMCIC Investissement, croire en vous, c'est capital. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous de Réussite d'entreprise. C'est un leader mondial qui a vu le jour il y a plus de 50 ans à Lyon et même 60 ans à Zurich. La branche France de ce géant est dirigée par un ch'ti quadragénaire, entré dans le groupe il y a plus de 22 ans. Christophe Catoir, président de Adecco Group en France, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avec vous, nous allons revenir sur l'histoire de ces deux entreprises, Adia et Eco, qui ont donné naissance à Adecco en 1996, avec un démarrage pour Eco à Lyon avec Philippe Foriel-Destezay. Comment êtes-vous devenu leader mondial sur le marché de l'intérim, des ressources humaines et plus généralement des solutions emploi? Nous évoquerons aussi vos nombreuses initiatives en matière de formation, d'apprentissage, mais aussi de management, avec ce jeune qui chaque année vous accompagne pendant 30 jours comme président d'un mois. Nous dirons un mot également de votre ancrage lyonnais, avec ce nouveau siège France à Delhi, inauguré il y a tout juste un an à Villeurbanne. Vos réactions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Réussite d'entreprise. Mais tout de suite, si vous le voulez bien, retour sur vos premiers pas professionnels. Christophe Catoir, je l'ai dit, vous êtes originaire du Nord, ch'ti de naissance, et vous avez grandi là-bas jusqu'à vos études, toutes vos études. Voilà, j'ai terminé mes études en 95 et j'ai commencé ma carrière directement dans ce groupe qui aujourd'hui me concerne, le groupe Adecco. Ça s'appelait Eco à l'époque, c'était encore une belle maison lyonnaise. Alors le Nord, quand on dit ch'ti, c'est Lille directement Alors ça a été, oui, je suis né à Hasbrook, j'y ai passé 6 mois, et puis ensuite ça a été Marc-en-Barœul. On est dans la banlieue de Lille et en proximité immédiate avec Lille, effectivement. Le souvenir que vous en gardez? C'est beaucoup de chaleur. C'est une région dont on vante souvent la chaleur dans les cœurs. Et je dois avouer que même quand vous êtes à Lyon, vous croisez encore beaucoup de ch'tis et que cette chaleur, elle se transmet. Alors l'école, les études supérieures, c'est l'IESEG, School of Management, avec laquelle vous avez gardé des liens puisque vous en êtes administrateur aujourd'hui. Voilà, j'ai voulu rendre à l'IESEG ce qu'elle m'a apporté, c'est-à-dire une belle communauté, une belle formation également. Et depuis que je l'ai quitté, je ne l'ai finalement jamais réellement quitté. J'y passe encore un peu de temps cette semaine. Donc vous voyez, en tant qu'administrateur, en tant que partenaire aussi. Et puis on a quelques IESEG aussi au sein du groupe Adecco. Et vous commencez chez Adecco à l'époque comme stagiaire. Voilà, mes premiers pas, c'est un stage de 3e année, j'y passe 6 mois. Je crois que c'est une entreprise qui m'a marqué dès le premier jour, puisque mon entretien, j'en ai fait dans plusieurs entreprises, et j'étais reçu par 4 personnes en même temps. Et l'attention portée aux stagiaires était probablement un peu plus importante qu'ailleurs, et à la fin, j'ai signé, je devais rentrer dans le groupe Auchan, et je suis rentré dans le groupe Adecco par le fait de ce premier contact qui avait été qui a laissé entendre en tout cas que les hommes étaient importants. Vous avez occupé beaucoup de postes en 22, presque 23 ans maintenant. L'audit interne, responsable administratif et financier, responsable régional en Lorraine, puis dans le Grand Quart Sud-Est de la France. Oui, en fait, mes 8 premières années, c'est la maison Adecco, donc la partie travail temporaire du groupe. Et la chance de pouvoir connaître des métiers différents et la chance d'avoir aussi des managers qui, à un moment donné, font confiance au potentiel et pas juste au diplôme ou à l'expérience passée. C'est vrai qu'un directeur financier qui devient directeur régional, ce n'est pas une évidence au départ. Et je dois avouer que j'ai beaucoup appris. Dans ce cas-là, on ne veut pas décevoir. Et je crois que ça aide aussi à réussir. Donc, direction régionale Champagne-Ardenne et Lorraine, et puis le Grand Quart Sud-Est, et puis la direction commerciale et marketing France. Voilà, en fait, je passe 4 années à Metz, mon dernier poste aux opérations d'Adecco avant d'arriver à Lyon. Et de faire un petit pari, puisque c'était les lois Borloo de 2005, la création des activités de recrutement de cadres. Je préside ces activités pour la France. Pas d'équipe au départ, c'était un métier nouveau, très intrapreneur, et ça me donne la possibilité de créer une marque qui s'appelle Spring, qui est aujourd'hui le numéro 2 sur le marché français du recrutement de cadres. Voilà. Et en 2012, on va même vous confier la direction générale des marques spécialisées du groupe. Il y en avait 8 à l'époque, c'est ça? Tout à fait. On était, alors c'est moins connu dans le groupe Adecco, mais au-delà de l'intérim, c'est le recrutement de cadres, c'est une ESN, une société de conseil en ingénierie, Modis en l'occurrence, et puis la partie trading qui depuis s'est beaucoup développée au sein du groupe, et donc des activités en fait d'outsourcing. Et ça, c'est une brique qui depuis maintenant 10 ans fait partie de la stratégie du groupe Adecco, que de vouloir se diversifier au-delà de la partie intérim.
Septembre 2015, vous êtes nommé donc patron France d'Adecco Group, membre du board international. Vous intégrez le comité exécutif du groupe Monde. Un poste stratégique, on peut le dire, dans le groupe. Oui, c'est une responsabilité, je dois bien l'avouer. Quand vous rentrez stagiaire dans un groupe vu le poids que pèse, qui pèse oui, 35 000 personnes, 6 000 en France, oui, vous vous sentez redevable à la fois vis-à-vis de votre groupe, qui vous a donné ces responsabilités, vis-à-vis de vos équipes aussi. On ne le sait pas toujours, mais la France reste le premier pays du groupe Adecco dans le monde. On y a à peu près 23% de nos activités, légèrement devant les États-Unis, et c'est en soi un challenge pour nous que de rester un pays leader au sein de notre groupe. Ça peut être une étape éventuellement en vue de la présidence mondiale du groupe un jour. Aujourd'hui, je suis très concentré sur les opérations France et je peux vous dire, il y a beaucoup de challenges en France. Alors, on va revenir à présent sur l'histoire de ce groupe. Donc, Adia en 1957 en Suisse, Intereco à Lyon en 1964, fondé donc par Philippe Auriel d'Estezet, Intereco qui va devenir Eco en 1971. Le début, on va dire, d'un essor impressionnant en France et en Europe. On peut dire que Philippe Auriel d'Estezet a senti ce marché en devenir dans les années 60 et il l'a bâti à partir des régions, à partir de la province. Alors, il a eu deux bonnes intuitions qui font le groupe aujourd'hui. La première, c'est que dans le marché de l'emploi d'après-guerre, la question était de trouver les talents et ce n'était pas évident. Le chômage à l'époque était très bas. Et il a quand même identifié le besoin des entreprises d'avoir une forme de souplesse et de flexibilité. Ça, c'est l'intérim, qui s'était développé par ailleurs dans le monde anglo-saxon précédemment. Et la deuxième bonne intuition, là où tout le monde s'était développé à Paris en premier lieu, en tant que Lyonnais, il a préféré développer Lyon, puis l'ensemble de la province, avant de gagner la région parisienne. Et en cela, il est allé beaucoup plus vite que les autres sur des terrains qui étaient peut-être moins travaillés. Ce qui fait que depuis 1984, le groupe est leader en France. Je pense que ces deux intuitions étaient les bonnes. Voilà. Alors, le début à Lyon, c'est à la fois Villeurbanne, Vaux-en-Velin. C'est Villeurbanne, effectivement. Et puis l'avenue de Saxe aussi, une des premières agences. Le tournant, ça va être 1996, la fusion avec Adia. Et vous veniez d'arriver dans le groupe quelques mois avant, moins d'un an avant. Comment est-ce que vous avez vécu cette fusion ? Alors c'était quand même un événement en soi, puisqu'on avait beau être leader français du travail temporaire, on était quand même majoritairement français, on avait une expansion à l'international qui était encore relativement modeste, et là du jour au lendemain, on se marie au 4e acteur dans le monde, qui s'appelle Adia, nationalité suisse, et en 1996, le vert devient rouge. Ça peut ne pas paraître un tournant, mais je peux vous dire, dans l'ADN, ce vert était clairement ancré. Et c'est devenu une entreprise qui est devenue leader mondial en 1996 sur le marché mondial. C'est la naissance d'un géant mondial, on peut le dire. Exactement, et qui l'est depuis cette date-là, en fait. Devant d'autres noms bien connus, Manpower, Randstad et autres. Voilà, tout à fait. Et le groupe Adecco, à ce moment-là, a pris un tournant, avec d'ailleurs une particularité. C'est que partout dans le monde, la marque Adia s'est effacée pour donner naissance à Adecco, partout. Et en France, on a gardé deux réseaux. Et il y a quelques années, les deux ont fusionné. C'est une particularité française, tout à fait. Alors l'intérim, bien sûr, mais pas uniquement. On va dire les ressources humaines au sens large. Tout ce qui concerne le recrutement, vous l'avez évoqué, recrutement de cadres. Tout ce qui est négociation sociale aussi, avec Alteia. En fait, l'origine, c'était vraiment l'intérim et vous aviez des petites activités qui étaient connues pour certaines. Alexandrotique, par exemple, un cabinet de recrutement qui a compté un peu en France, mais néanmoins qui ne faisait pas partie de la stratégie de développement du groupe. Et depuis maintenant une quinzaine d'années, beaucoup de lancements, tout autour, à chaque fois, le point commun, c'est l'intermédiation autour des hommes. Donc ça se fait sur des thématiques d'intérim, de recrutement permanent, vous l'avez dit, de transition professionnelle avec Alteia ou de mobilité professionnelle. Et plus récemment, ces activités au niveau ingénierie et IT, où on va retrouver également, on va dire, des publics de cadres et d'ingénieurs en particulier proposés à des sociétés. Et puis la spécialisation par marque aussi, avec le médical, dès 68, on l'a vu dans les grandes dates qui sont apparues. Et c'est resté d'ailleurs... 68, c'était tôt. C'était très tôt. C'était surtout très tôt pour la spécialisation. Et là, c'était probablement la troisième intuition de notre fondateur, Philippe Auriel d'Estezet. C'est d'avoir identifié qu'au-delà de l'intermédiation et du principe de remplacement, puisque le tout début, c'était beaucoup de remplacement, il y avait des thématiques de marché. On commençait à voir la santé se développer de manière importante et on voyait qu'avec les notions démographiques qui étaient moins, on va dire, encore renforcées qu'aujourd'hui, il y avait besoin d'avoir des personnels très formés. Et quand on ne les trouvait pas, on faisait appel à un partenaire, et en l'occurrence, Adecco Medical a été un partenaire, connu d'ailleurs à l'époque sous le nom de Quick Medical Service, puisqu'on a eu plusieurs dénominations, Adecco Medical maintenant. Beaucoup d'innovations tout au long de ces différentes décennies. Récemment, la création de la grande école de management, il y a un bel accord aussi avec Lyon.
Oui, alors ça, c'est un petit tournant parce que pendant une cinquantaine d'années, notre groupe est resté un des intermédiaires de référence sur le marché, mais cette intermédiation s'entendait de rapprocher, entre guillemets, l'offre de compétences et la demande de compétences. Et en fait, on en parle beaucoup en ce moment en France, mais aussi à l'international. Il est de plus en plus difficile de trouver ces compétences. Et on s'est rendu compte qu'au moment où il y a autant de missions non pourvues en France, d'emplois qui ne trouvent pas preneurs, il fallait qu'on fasse un pas de côté et qu'on se lance dans la formation et l'apport de compétences au niveau de nos candidats. Et il y a 3 ans, enfin 2 ans et demi plus exactement, on a créé la grande école de l'alternance. On a pris un pari, un challenge qui était de former 10 000 alternants sur 3 ans. On va y arriver d'ailleurs fin d'année, à la fin de cette période de 3 ans. Et dès le mois de juin, on aura formé ces 10 000 alternants avec 6 mois d'avance. Et ça montre juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez la possibilité de détecter des potentiels et d'apporter quelques compétences sur des métiers en tension, il y a de l'emploi pour beaucoup de monde en France. Mais il fallait encore investir sur cet actif de formation. Et là, vous vous rapprochez donc vos grands clients, hein, les grands comptes, les écoles de formation, et vous faites le lien en tant que... Voilà, on fait la maîtrise d'œuvre en fait. C'est-à-dire qu'on va assurer l'ingénierie financière, l'ingénierie pédagogique, on va trouver les talents, les sélectionner et assurer le portage salarial. Et c'est vrai, vous l'avez cité, quand avec le M Lyon, on a aujourd'hui dans un projet qui s'appelle Company Inside 50 étudiants sur 300 qui sont sous contrat ADECO pour leur 2e et leur 3e année. On leur finance leurs études. Socialement, ça permet aussi de donner accès à des personnes qui n'ont pas toujours les moyens de se financer l'enseignement supérieur. Et quelque part, ça arrime ces étudiants aussi à des entreprises régionales ou nationales. Et puis, autre innovation, alors vous n'avez pas été tout seul, mais la création des CDI intérimaires. Je pense que on en parlera encore plus probablement dans quelques années. Donc on travaille dans l'intérim, mais on est en CDI chez vous. Bien sûr. Et ça part d'un principe qui est simple, c'est qu'un groupe comme le nôtre fait travailler à peu près 600 000 personnes par an en France. Et sur ces 600 000 personnes, vous avez des personnes qui, potentiellement, si vous les mettez dans plusieurs entreprises successivement, pourraient avoir une sécurisation de l'emploi. Et en fait, cette intuition a donné lieu à un grand développement. ADECO va bientôt signer son 15 000e CDI intérimaire après 3 ans. Je pense qu'en France, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui auront signé 15 000 CDI intérimaires. Et souvent, on retient intérim alors que c'est un vrai CDI de droit commun et qui donne 10% d'abondement formation. Donc une vraie possibilité aussi de se fondre dans la transformation des compétences que beaucoup d'entreprises connaissent. Donc pour nous, c'est une vraie révolution. On pense qu'on peut aller chez ADECO à 30-35 000 personnes sous ce statut-là. Et puis il y a tout le travail que vous faites avec les acteurs de terrain, les entreprises, les grands groupes, les régions aussi. Un accord qui a été signé il n'y a pas très longtemps, une convention avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais, alors ça peut apparaître une évidence, mais ça se développe beaucoup ces dernières années. C'est que les partenaires publics et les partenaires privés de l'emploi travaillent ensemble. Et là, en l'occurrence, sur la région Rhône-Alpes, on voit qu'on a des pôles de compétitivité qui sont importants. On voit aussi qu'on a des demandeurs d'emploi qui ont juste besoin d'apport de compétences. Et avec la région Rhône-Alpes, on s'est associé de façon à leur mettre des financements autour de la table pour apporter ces compétences et résoudre des problématiques d'entreprises qui, pour rester sur la région Rhône-Alpes, ont besoin de s'assurer qu'elles vont trouver les compétences. Donc en facteur d'attractivité, c'est majeur. Et oui, on a signé un accord, effectivement, sur toute l'année, qui revient à signer entre 350 et 500 CDI intérimaires, souvent d'ailleurs avec une alternance, une qualification professionnelle à la clé. Avec un coup de projecteur plus spécialement sur tout ce qui est logistique, entre autres ? Alors la logistique, oui, parce que c'est aujourd'hui un des secteurs qui se développe le plus, notamment avec l'e-commerce. Et on voit que sur des zones d'emploi telles que la zone de Saint-Quentin-Fallavier, par exemple, vous avez des besoins exponentiels. Il fallait juste apporter des compétences à des personnes qui n'avaient pas toujours soit les diplômes, soit les qualifications au départ. Donc oui, c'est un focus. Le numérique aussi fait partie des points sur lesquels on va aller, ou alors les conducteurs de machines dans l'industrie, qui est un métier qui est en pleine transformation. Autre innovation, président d'un mois. Chaque année, depuis quelques années, un jeune vous accompagne pendant 30 jours, on va dire quoi, mi-juin à mi-juillet. C'est ça, mi-juin à mi-juillet, oui. Tout à fait. Donc là, la sélection pour cette année, elle est en train de se faire ? Oui, alors elle est en train de se faire. Les critères, c'est quoi ? Il n'y a pas beaucoup de critères finalement. Oui. Le critère, c'est des personnes qui, à un moment donné, auront la maturité pour prendre une responsabilité qui n'est pas juste d'accompagner, mais qui va être de temps en temps de voir le président en fonction s'effacer et laisser la parole en fait à cet étudiant. Et je peux vous dire dans des cercles parfois sur lesquels il faut avoir donc le cœur. L'étudiant, il vous suit vraiment partout. Il me suit partout, les comités de direction. On est allé sur les 3-4 éditions précédentes à Bercy. On est allé voir des grandes entreprises. Celle qui a gagné voilà 2 ans, qui est une EM Lyon d'ailleurs, qui a gagné le concours il y a 2 ans, est allée à la Maison Blanche pour signer avec le ministère du Travail là-bas une clause sur l'apprentissage. Tout ça, c'est des choses assez extraordinaires. Et il y a juste
une ambition derrière, c'est de démontrer que des jeunes qui ont certes du potentiel, si vous les laissez s'exprimer, sont capables de faire des choses assez incroyables. Et cette idée qui voudrait que quand vous n'avez pas d'expérience, il n'y a pas de job, elle est battue en brèche par des preuves en fait. Et les premières années, c'était tout seul que le groupe Adecco le faisait. Maintenant, on le fait avec d'autres entreprises. On aura 10 CEO. On avait 5000 candidats l'an passé, on devrait avoir 10 000 candidats cette année. Enfin, vous le voyez, j'en parle avec beaucoup de cœur parce que c'est quelque chose... Dites-moi quand même, si vous êtes en train de négocier le rachat d'une entreprise importante, il ne vient pas avec vous dans les négociations quand même? Ah bah, je ne l'ai pas fait ces dernières années, mais je pense qu'il pourrait vous dire qu'il signe une clause de confidentialité. Oui, dans sûr. un comité de direction, on se dit des choses qui en général ne se disent pas en dehors. Donc cette personne a accès à tout, ouais, vraiment. Alors, autre innovation, elle est toute récente, 2017, la création de YOS, une appli qui rapproche les freelances et les grands groupes. YOS qui veut dire Your Own Boss. Donc vous l'avez compris, des entrepreneurs qui veulent rester entrepreneurs et maîtres de leur agenda et de leur expertise. Et donc l'idée, vous les mettez en relation là Voilà, on reste sur ce fil conducteur de l'intermédiation. Vous avez des entreprises qui appellent des compétences de plus en plus variées, internationales, et vous avez des candidats qui cherchent juste une plateforme d'intermédiation pour trouver ces entreprises. Et donc c'est assez naturellement, quand on a pris le parti de dire en tant que groupe, on veut adresser toutes les formes de flexibilité de façon responsable, YOS est devenu une évidence. Et on s'est associé à Microsoft, on a monté une plateforme. Signe des temps, cette plateforme s'est développée en tout premier lieu en France avant de devenir internationale. Et là, on en est maintenant, on est finalement relativement jeune. Ça fait 4 mois que l'activité se développe, mais on voit les premiers développements avec beaucoup de services aussi, puisque les freelances, en fait, leur attendu, c'est de trouver à se protéger, avoir des mutuelles, des complémentaires retraite, et puis trouver des grandes entreprises. Alors, vous avez créé aussi votre premier chatbot emploi, Aloha? Oui, tout à fait. Avec une grande fierté. L'an passé, il a été élu meilleur chatbot en France, tous secteurs d'activité confondus. Enfin, derrière tout ça, vous voyez que la dimension innovation sur un métier qui, pendant 50 ans, a très peu bougé, il y a vraiment une accélération. Ouais. Et l'intérêt de cette accélération, c'est que ça facilite la mise à l'emploi et la mise en relation des employeurs et des candidats. Donc, en tant que groupe leader, on veut la leader, cette transformation. Donc voilà, toutes ces initiatives ont pour objectif de bien garder notre leadership. Alors aujourd'hui, Adecco Group en France, on va le découvrir en quelques chiffres, vous l'avez un peu évoqué, à la fois en France et dans le monde. En France, c'est 1200 bureaux et agences, 8800 collaborateurs, 130 000 intérimaires mis à la disposition de vos clients chaque semaine et 31 000 entreprises clientes. Un chiffre d'affaires de pas loin de 5 milliards d'euros en 2016, 2017. C'est ça, sur l'année 2017, effectivement, vous avez 5,3 milliards de chiffre d'affaires en France. Voilà. Et au-delà de ça, ce qui est marquant, c'est que vous avez toujours ces 1200 agences et on voit qu'on a un métier qui est très local, c'est-à-dire l'ancrage dans les territoires est important. Et même si on parle beaucoup de digital en ce moment, le point de force d'un groupe comme le nôtre, c'est probablement aussi cette compréhension des territoires locaux. Donc l'un et l'autre sont importants. Et puis on va découvrir quelques chiffres sur Adecco dans le monde, cette fois-ci, avec 33 000 collaborateurs, 60 pays, 700 000 emplois proposés par jour et 23 milliards 600 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017. Voilà, donc une expansion très forte. Et l'emploi dans le monde, d'ailleurs, la croissance dans le monde est importante, donc l'activité se développe quasiment partout. 23 milliards 6, ça représente une progression de quelle ordre à peu près en 2017? Là, on est sur des croissances de 6-7% en fait. Voilà. Un leader mondial donc, qui réalise, vous l'avez dit tout à l'heure, autour de 23% de son activité en France. Donc vraiment une base très forte. Un ancrage important, tout à fait. Voilà. Et puis un nouveau siège social en France, il est toujours ici, à Villeurbanne, à Delhi, qui a été inauguré il y a tout juste un an. On découvre quelques images de ce beau siège. C'est une fierté de l'avoir ici. Ouais, c'est une fierté pour le groupe, c'est une fierté pour les équipes françaises. C'est l'établissement le plus important au monde du groupe Adecco. Pour un leader mondial, c'est important pour nous. Et puis quelque part, c'est aussi le fait de se dire que ce bassin d'emploi de Villeurbanne nous a hébergés, a aidé à notre transformation pendant ces dernières années. Et donc, on a souhaité confirmer notre investissement. Il y a également une bonne partie des équipes IT Monde, par exemple. Donc voilà, des choix forts d'ancrage régional. Le choix d'être à Villeurbanne plutôt qu'à Lyon, là aussi, c'est voulu. Oui, alors quand vous changez votre siège social, le plus important, c'est cette géolocalisation. Pour les collaborateurs, c'est important de garder aussi un écosystème autour qu'ils maîtrisent bien. Donc on a cherché à ne pas perturber trop les modes de fonctionnement. Par contre, en essayant de trouver plus moderne et plus collaboratif, c'est quand même dans l'air du temps. Former autrement, recruter autrement, manager autrement, c'est le triptyque qui doit guider les entreprises aujourd'hui. C'est ce que vous dites souvent? Oui, alors on est en plein dedans. Vous avez besoin de beaucoup d'agilité. Les choses se transforment.
C'est une signature qui n'est pas facile à assumer. Je vais prendre l'exemple du recruter autrement. On voudrait tous ne pas recruter des clones et en même temps, vous voyez que la tentation est souvent de prendre des profils qui seraient les mêmes que ceux que vous avez déjà recrutés par le passé. Tout ça est un peu battu en brèche à terme par la partie digitale, parce que le contenu des métiers se transforme. Donc oui, il y a des vrais gros challenges. On parle beaucoup de soft skills, par exemple, dans le recrutement. Ou dans le management, on parle beaucoup de collaboratif. Oui, c'est un challenge et ça demande à être un peu militant comme acteur sur ces marchés de l'emploi. Par rapport à ces métiers en tension dont on a parlé, ces entreprises qui ont du mal à pouvoir des postes, alors qu'elles pourraient les créer instantanément, vous dites qu'il faut multiplier les initiatives telles qu'on les a prises, nous, chez Adecco Oui, c'est une nécessité. En fait, vous vous rendez compte, on en parle souvent, mais on a une croissance économique qui est revenue en France. C'est vrai que le premier frein des entreprises, c'est plus le capital, c'est plus les machines, c'est les hommes et c'est leur niveau de formation. Et tous les investissements qui sont pris autour de cette idée de bien orienter, qui est quand même le premier critère, l'orientation professionnelle, et ensuite l'apport de compétences sur les métiers de demain et pas toujours ceux d'hier, oui, c'est un challenge. Et je pense que l'État et le gouvernement se sont attachés à développer ça. On l'a vu avec des grands projets là-dessus. Public-privé, on a le même combat et oui, c'est clairement l'enjeu le plus important aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Allez, Christophe Catoire, on passe au sujet qui dérange, la question qui fâche. Christophe Catoire, lors de la fusion Adia-Eco, le siège mondial d'Adecco a été confié à la branche suisse, comme lors de la fusion entre Lafarge et Holcim. 2 sièges mondiaux perdus, dommage, non ? La fiscalité est plus forte que tout ? On le dit souvent, la France, n'est pas toute seule. Il y a l'attractivité dans le monde, elle se génère en termes d'investissement dans les pays les plus attractifs en termes de fiscalité, mais pas seulement, en termes d'emploi, d'enseignement supérieur, d'infrastructure. Clairement, quand nos deux groupes se sont associés, ils ont fait le choix de la Suisse pour l'hébergement du siège mondial. La petite fierté, on l'a souligné jusqu'à présent, on a 1000 collaborateurs ici et 250 de l'autre côté. La fiscalité fait partie des enjeux, il ne faut pas se le cacher. Le coût du travail fait partie des enjeux également, même si là, en l'occurrence, la Suisse est plutôt réputée pour ses salaires relativement élevés. Mais vous avez quand même 250 collaborateurs ensuite, 1000 en France, ce qui montre que siège mondial là-bas, mais les effectifs sont quand même majoritairement ici. Donc oui, l'attractivité est un vrai sujet. Qui sait, peut-être un jour, il pourrait revenir en France ? Ce serait mon plus vif souhait. Je défends le territoire France pour ça. On évoquait Villeurbanne tout à l'heure. Autre exemple, peut-être on va dire d'un échec, le naming Adecco Asvel qui n'a pas fonctionné. Oui, alors ça fait partie de la vie de l'entreprise. Ça reste une vraie déception pour vous ? Non, il y a eu un bénéfice, il y a eu une petite déception. Le bénéfice, c'est que c'était un projet qui au départ était monté sur l'idée d'insérer les jeunes éloignés de l'emploi. Il y a eu ça. Cette brique sociétale a été développée pendant plusieurs années avec Philippe Marcel, qui à l'époque était le président du groupe. Et ensuite, effectivement, cette collaboration qui a duré quelques années s'est arrêtée. On aurait souhaité qu'elle puisse s'ancrer sur la durée. C'était quand même une belle institution sur les terres de Villeurbanne, là pour le coup. Bon, ça s'est arrêté, d'autres investissements ont été faits. On travaille beaucoup avec d'autres grands clubs de la région, notamment l'OL, pour ne citer que celui-ci. Et on passe au questionnaire de Proust. Quelques questions plus personnelles à présent, Christophe Catoire. Si vous n'aviez pas été chef d'entreprise, quel métier auriez-vous aimé faire ? Alors j'ai toujours été attaché à l'enseignement. Je pense que j'aurais pu être enseignant. Et si je devais avoir une suite dans ma carrière, je pense que j'adorerais être directeur d'école, notamment d'école de commerce. Quelles sont les valeurs auxquelles vous croyez, Christophe Catoire ? En tout premier lieu, la valeur du collectif. On le dit souvent, seul on va plus vite, mais en collectif on va plus loin. Ça c'est la première. Après, je crois beaucoup à la sincérité. Je pense que parfois, dans un monde qui market ou met un peu trop de paillettes, on perd un peu cette sincérité. Je pense que c'est une vraie valeur. Et enfin, le respect des autres. Est-ce que vous pouvez me citer un chef d'entreprise qui vous a inspiré ? Alors, je ne l'ai pas connu, mais j'ai beaucoup lu. Et je dois avouer que j'ai été très inspiré par ce qu'il a fait. C'est Antoine Riboud, donc père et fils. Pour le Lyonnais, voilà. Exactement. Probablement que ses valeurs, ses racines peuvent justifier de ça. Mais non, il a eu avant les autres, il a senti que social et économique pouvaient se marier très bien et que la performance d'une entreprise tenait à ces deux dimensions et pas uniquement à la dimension économique. On en parle beaucoup en ce moment. Je pense qu'il était visionnaire. Un homme d'État qui vous a marqué ? Je vais prendre notre homme d'État, notre chef de gouvernement actuel. Je pense qu'Emmanuel Macron, c'est quelque part oui, il y a de la fraîcheur, il y a de l'action, il y a de la réforme. Quel que soit le parti auquel on appartient, en tout cas, je pense que quelque part, il inspire quelque chose. Et en tout cas, sur la scène internationale, quand il est temps de défendre les investissements du groupe en France, ça aide d'avoir un chef d'État comme ça. Votre sportif préféré ? Alors, c'est tendance, il a perdu ce week-end, mais je dirais Federer.
Il est à la fois esthète, travailleur et très compétiteur. Voilà, et puis il est suisse. Votre plus grande fierté d'entrepreneur? Alors, je pense qu'en tant qu'entreprise, le fait de pouvoir, je vous parlais d'Antoine Ribou, mais de pouvoir avoir créé une entreprise qui s'appelle Spring aujourd'hui, de l'avoir créée de rien, des lois Borloo, et de devenir maintenant le 2e cabinet de recrutement en France. L'intrapreneuriat, pour moi, est une belle valeur et j'en suis très fier. Quelle est votre qualité principale et votre défaut principal? Alors la qualité, je dirais le développement. Je pense qu'on n'a jamais fini. Et le défaut, je dirais l'impatience. Parfois, à un rythme un peu trop endiablé, il faut savoir de temps en temps se tenir. Votre juron préféré? Oh là. J'en utilise pas beaucoup, ça commençait par un M. Bon, votre mot préféré dans la langue française? Désir. Est-ce que vous avez une devise, Christophe Catoire? La meilleure défense, c'est l'attaque. Et si vous aviez un conseil à donner à un jeune qui a envie de créer son entreprise, qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais 2 choses. Je lui dirais entreprendre, être dans l'action, mais au-delà de ça, inspiré par ses convictions. Souvent, une entreprise réussit parce qu'elle réussit dans son écosystème. Très bien. Merci beaucoup, Christophe Catoire, d'être venu dans Réussite d'entreprise. On se donne rendez-vous maintenant le mercredi 25 avril pour la prochaine émission. Ce sera à 19h. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Jean-Pierre.